Lors de l'étude des crédits provisoires, j'ai posé la question sur la commande du ministre envers Santé Québec pour aller chercher 1,5 milliard de dollars avant la fin de l'année 2024-2025. On nous a dit que c'était en fait 2,2 milliards qu'il fallait aller chercher, qu'on était plutôt allé chercher 800 millions. J'ai deux questions. Pour cette année, c'est quoi l'objectif de compression budgétaire fixé à Santé Québec? Puis deuxièmement, quand est-ce qu'on va savoir de quelle compression il s'agit lorsqu'on parle de 800 millions de dollars qui ont été retranchés dans les budgets de la santé au cours des derniers mois? Parce qu'on nous avait dit qu'il fallait finir l'exercice budgétaire. L'exercice budgétaire est fini depuis un mois. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à avoir, en toute transparence, l'information sur ce qui a été fait? Que vous n'avez pas beaucoup de temps, je vais vous faire parler aux bonnes personnes. Pour 24-25, l'année qui vient de se terminer, Mme Dugas va vous donner la réponse du 800 millions, mais qui n'est pas encore tout à fait terminée. Monsieur le Président, vous êtes d'accord? On reviendra sur 25-26. Monsieur le député, ça vous va? Oui. Allez-y. Oui. Sonia? Merci. Donc, Sonia Dugas, VP Finance à Santé Québec. Donc, pour le 1 point, vous avez bien mentionné là, le 800 millions. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les résultats financiers vont être clôturés d'ici la fin du mois de juin. OK? Donc, on est encore en colliger tout ça, mais effectivement, c'est nos meilleurs estimés. Sur le 800 millions, on avait identifié 4 catégories. Okay? La première catégorie, c'était la réduction administrative. La deuxième catégorie, c'était le taux d'encadrement qu'on a revu. La troisième catégorie, c'était de revoir nos façons de faire sans impact sur les services autant que faire se peut, donc de l'efficience clinique, c'est-à-dire faire plus de volume, mais pas en augmentant nos coûts. Et la quatrième catégorie, c'était des mesures qui pourraient avoir des impacts sur les services et on n'est pas allé là. Donc, dans le 800 millions, la catégorie 3, qui était dans le fond faire plus de volume en n'augmentant pas nos coûts, a généré 75 de cette enveloppe-là. Le 25 restant est allé sur de l'administratif, de l'encadrement et une diminution de coûts. Donc, pour l'année courante, le ministre avait mentionné qu'une augmentation du budget de 3 %, c'est là que les coupures commençaient parce que les coûts de système sont plus élevés. Vous donnez, c'est oui. pour 24-25. Effectivement, c'est pour ça que moi je me tourne vers okay. 25-26 okay. Maintenant. C'est quoi l'objectif de compression budgétaire à atteindre compte tenu qu'on n'a pas les moyens de suivre les coûts de système? Bon, en fait, il y a beaucoup de chiffres qui ont circulé là, dans l'espace public, donc je peux peut-être prendre le temps de recadrer ça. Pas trop de temps, mais je vais essayer d'aller rapidement pour qu'on se comprenne, OK? Donc, il y a 3 enveloppes. La première enveloppe, c'est l'exploitation, donc le budget des opérations courantes. Donc ça, il y a un chiffre qui a circulé qu'on avait un défi de 1,4 milliard. Ensuite, on a le PQI dont on a assez parlé, puis on a le PQRI. OK? Donc, si on se focus sur l'exploitation, donc Mme Biron en a parlé tout à l'heure, donc notre objectif est vraiment de travailler sur l'efficience clinique, sur la mutualisation, puis de revoir les façons de faire pour ramener nos établissements à des coûts moyens et de l'efficience. OK? Donc, quand on regarde, si on ramenait tous nos établissements là, à la moyenne provinciale, ce qu'on ne veut pas faire, mais c'est quand même un potentiel de gain de 3 milliards. Donc, on doit vraiment, vous l'avez dit, là, 3 % ça représente des défis. Donc, la solution ne peut pas être que d'injecter de l'argent. Donc, on va devoir penser différemment pour maintenir le service à la population et c'est une des choses qu'on va regarder. On a déjà 162 centres d'activité qu'on a analysés. Un centre d'activité, c'est par exemple la pharmacie, le bloc. Donc, on veut éliminer le gaspillage. Exactement. C'est bon. Ça va me suffire pour l'instant parce qu'on manque de temps. J'aimerais savoir, puisqu'on parle de la Santé Québec, c'est peut-être pas vous qui pouvez répondre, peut-être Mme Biron. Les conseils d'administration ont-ils été formés, ont-ils tenu leur première rencontre à ce jour? Le conseil d'administration de Santé Québec... Non, des établissements, pardon, j'ai oublié de préciser. Les conseils d'administration d'établissement, c'est comme ça qu'on les appelle. Oui, en fait, il y a beaucoup de discussions autour des conseils d'administration d'établissement et malheureusement, je ne peux pas vous dire exactement qui a tenu telle rencontre, mais tout ça suit son cours. Puis on est en train de regarder aussi la Constitution parce qu'il y a des représentants de différents groupes là, qui étaient prévus, mais on pourra vous revenir avec les détails. Parce que plusieurs ont déploré durant la réforme que la population était exclue maintenant des décisions et qu'on allait centraliser les décisions. Le seul rempart, c'est le conseil d'administration d'établissement. Est-ce que vous vous attendez à ce que d'ici l'été, l'ensemble des conseils d'établissement ait été formé
et que ce soit réuni au moins une fois d'ici l'été. Oui, puis je pense que là, il y a une façon, il y a le conseil d'administration d'établissement, puis son fonctionnement, puis la consultation publique. Là, il y a des réflexions. Là, je sais que les VDG nous ont amené la réflexion à savoir comment ça se passerait avec la consultation publique. Donc, c'est encore à définir là, avec les différents conseils d'administration d'établissement. Je ne sais pas si... moi, Je vais être obligé de changer de thème, Monsieur le ministre. Je suis OK, vraiment désolé. Je donnerai la réponse plus tard parce que j'avais un élément à apporter, mais allez-y. Je suis désolé parce que je veux aborder la question de la main-d'œuvre indépendante. Vous avez parlé tout à l'heure de l'objectif qui était atteint pour les grands centres. Est-ce que vous vous attendez à pouvoir atteindre l'objectif fixé pour l'automne prochain pour les régions mitoyennes et pour les régions éloignées l'année suivante? Vous voulez une réponse rapide, à moins d'avis contraire, oui. Alors, c'est l'objectif qu'on se donne. Maintenant, un excellent travail qui a été fait par les établissements. En fait, on le souhaite. La question que je veux vous poser, la sous-question à cet égard, c'est concernant le fait que plusieurs régions éloignées nous disent, essentiellement, on nous a donné jusqu'à 2026 pour se sevrer de la main-d'œuvre indépendante. Mais les budgets ne viennent pas pour assurer le paiement de la main-d'œuvre indépendante jusqu'à cette date-là, parce qu'on doit arriver à l'équilibre budgétaire. Et si on n'est pas capable d'adopter un budget équilibré, c'est parce qu'il faut payer la main-d'œuvre indépendante à coups de millions. Comment on peut exiger d'avoir un budget équilibré tout en disant que vous avez jusqu'à 2026 pour vous départir de la main-d'œuvre indépendante? Ça, je regarde... on en a parlé cette semaine. Fait que pour ne pas vous faire perdre de temps, Mme Dugas, si vous permettez... Donc, une des grandes ambitions de Santé Québec, puis ça va être fait dès cette année, c'est d'éliminer les bases historiques qui créaient ces distorsions-là. Donc, les établissements vont avoir des budgets basés, en fait, sur leur volumétrie et non pas sur des composantes où, effectivement, ils étaient pénalisés 2 fois. Donc, c'est-à-dire qu'on va y aller sur les besoins de la population pour éliminer des bases historiques dans lesquelles il y avait des distorsions. D'accord. Merci. Les IPS, le ministre avait annoncé la création de 7 cliniques à un certain moment donné, avec l'objectif d'en créer 16 autres, je pense, d'ici 2028. On en est où dans la création de cliniques? On en a combien, puis c'est quoi l'objectif? Est-ce qu'il est maintenu pour 2028? Je réponds à la première partie. Notre objectif était 23. 23, c'est ça. Au dernier compte, on est rendu à 16. On est rendu à 16 sur 23 et l'objectif est toujours d'ici 2028 de compléter. Pas changé. Excellent. Pas changé. Mais pourtant, le nombre d'IPS qu'on devait atteindre pour 2025, c'était 2000 dans le réseau. Aux dernières nouvelles, selon les chiffres que moi j'ai, 5 octobre, on en aurait 1424. Est-ce que c'est réaliste de garder cet objectif-là, d'atteindre 2000 IPS au stade où on en est, dont 265 qui sont actuellement en pratique privée? Oui, voilà. Merci, M. le Président. Oui, je vais y aller de mémoire, désolé. Je ne suis pas sûr du chiffre de 1400, si ça représente juste les IPS en première ligne ou les IPS totales. À ma connaissance, donc, au niveau des IPS, on va plus être autour de 1600. Puis la question, puis je viens de mémoire, prenez-moi pas sur le chiffre granulaire. Et parmi les choses, c'est qu'il y a eu de l'attrition durant la formation. Il y a des gens qui sont en absence, maternité et autres, de sorte qu'il y a moins de personnes sur le plancher. Puis comme vous l'avez mentionné, certaines IPS ont travaillé sont allées du côté du système privé. Vous dites qu'on est aux alentours de 1700, mais l'objectif de 2000 pour 2025 ne sera pas atteint, vraisemblablement. Formation qui est en cours, c'est ça, je ne sais pas. On en forme environ une centaine par année. Mais si vous avez la réponse, vous reviendrez. La réponse que j'ai, Monsieur le député, donc, c'est 1627 actuellement. Et il y en a quelques centaines qui sont en formation. D'accord. Merci. Quelques centaines, vous dites? Oui. Quelques centaines. C'est plus proche de 300 2000 que de assez rapidement. Nombre de diplômés estimé, 297. D'accord. Merci beaucoup. On en a parlé, on l'a évoqué tout à l'heure. Fortierville, c'est une urgence que les gens voient comme étant menacée dans ces services. Ce n'est pas le seul endroit. À peu près à toutes les 2 semaines, il y a une pétition qui était déposée, discutée en commission. 3 Pistoles, Forestville, Pointe-Égamouk, Fortierville.
et sans compter les coupes de services un peu partout, Port-Cartier, Bécomo, les Escoumins, Thetford Mines, Mont-Joli. Et le cas de Rivière-Rouge, lui, se distingue dans la mesure où on est allé en cours et finalement, on a obtenu un règlement. L'année passée, je vous ai posé la question sur combien le ministère avait dépensé pour aller empêcher les citoyens de défendre les services d'urgence 24 heures. Est-ce qu'on a ces chiffres-là? Vous nous aviez dit que le dossier était judiciarisé. Maintenant, il est réglé. Ça a coûté combien? Je ne sais pas. Pour être honnête avec vous, je ne sais pas. Je pourrais m'informer pour donner la réponse. Est-ce que vous pouvez vous engager à verser la réponse? Pas Merci de problème. beaucoup. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Je m'en voudrais de ne pas... Et je suis certain que vous seriez vraiment déçus si j'abordais pas la question de la politique de déplacement des usagers pour les gens qui habitent en région, qui ont besoin de se déplacer pour aller chercher des services spécialisés ou surspécialisés. Ça touche la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, bien entendu, la Côte-Nord et également l'Abitibi. Lors du dépôt d'une pétition, justement, on nous a rapporté que vous aviez donné un mandat pour réviser la politique de déplacement des usagers. Qu'en est-il? Daniel, est-ce qu'on a eu des développements sur ça? Parce que, ou peut-être Dr Bergeron. Bien, je vous rappelle que, contrairement à ce qui se faisait avant, au moins, il y a maintenant l'indexation des coûts qui est faite. Ça, vous vous souvenez de ça? Avant, il fallait... toujours rattraper ça, mais je ne sais pas où est rendu. On nous a rapporté en commission qu'un mandat avait été donné avec l'objectif justement de réviser de fond en comble la politique en 2025. Est-ce que l'objectif, c'est toujours d'arriver à des résultats d'ici la fin de l'année? Bien, peut-être, Maryse, si je peux me permettre de poser la question ouverte, là, j'aimerais ça qu'on en discute 2 octobre. Mais peut-être, Maryse, juste le prendre en note, parce que étant donné qu'on va le regarder sur une base provinciale, tout ça, je pense que... Voulez-vous commenter là-dessus, Dr Bergeron? Mais le temps que vous... Oui? On va prendre 2 secondes. Donc, effectivement, au mois de mai, on indexe annuellement. Maintenant, c'est dans ça. Puis, à votre question sur la révision de la politique, la révision complète de la politique, quant à nous, c'est à notre échéancier. Automne 2025. Automne 2025. OK. Bien, je vous remercie beaucoup de garder le cap là-dessus parce que je vous dis que le problème, il est réel. Et vous le savez peut-être, mais il y a 2 députés du Parti québécois qui s'étaient engagés à verser l'augmentation salariale du député à des causes communes, à des causes communautaires. 1 minute. Et mon collègue de Matane-Matapédia et moi-même l'avons versé pour compenser une partie des dépenses qui ne sont pas compensées par le gouvernement du Québec. Alors on a hâte que ce problème-là soit réglé à plus long terme. C'est tout le temps que j'ai? Est-ce que c'est ça? 1 minute. Bien, l'autre sujet récurrent, en 2019, on a amené la proposition de rembourser les CPAP, les appareils à pression positive pour les personnes qui vivent avec l'apnée du sommeil. On a eu une annonce en 2023 comme quoi il y avait 1,8 million de dollars qui s'est finalement jamais matérialisé. Est-ce que vous avez l'intention de revenir à la charge pour aider ces 5 à 15 % de la population du Québec qui sont prises avec ces problèmes-là et qui ont souvent de la difficulté à se payer l'instrument? Pas pour le moment avec les contraintes budgétaires qu'on a. Pas pour le moment. C'est ça ma réponse. Et pour ce qui est, dernier sujet, je ne voudrais pas ne pas aborder les urgences. On est à 2h46 de temps moyen d'attente là, sur le 90 minutes qui est fixé pour 26-27. Il faudrait couper 1 heure d'attente en moyenne d'ici la prochaine année pour atteindre l'objectif. Comment on fait ça? Bien, on a répondu un petit peu à ça ce matin, mais je vais juste vous rappeler que le volume est une chose. C'est les P3, P4, P5 qui sont problématiques. On en a parlé ce matin. C'est en amont de l'urgence, notamment, qu'il faut faire les travaux. Mais on maintient l'objectif de 90 minutes l'année prochaine. Moi, ce que j'ai dit, lorsque j'ai comparé avec puis des débats qu'on a à finalisation du plan d'action dont on parlait tout à l'heure, le 90 minutes, il faut le regarder par priorité, P1, P2, P3, P4, P5. J'ai regardé d'autres établissements de santé au Canada. Je pense qu'il faut regarder quel pourcentage peut se faire à l'intérieur de 90 minutes, à l'intérieur des 5 priorités. Puis c'est ça le travail que l'équipe de Mme Biron est en train de faire. Merci beaucoup. Merci à vous.